Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour notre cinquième podcast, il me semble. On va comme d'habitude essayer de répondre à un maximum de questions pour pouvoir aider un maximum de personnes. Je ne sais pas si j'aurai le temps comme d'habitude de répondre à toutes les questions, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais essayer d'en traiter au maximum. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à mon podcast et aussi mettre des commentaires, mettre des notes en bas, que vous l'écoutez sur YouTube, SoundCloud ou iTunes Podcast, n'importe. Dans tous les cas, ça m'aide et surtout ça m'encourage. Et puis, ça me permet d'avoir vos retours par rapport à mon podcast. Alors, je parlerai de moi du coup cette fois-ci ou de comment s'est passée ma dernière semaine en fin de podcast. Et je vais directement commencer par les questions que j'ai pu avoir cette semaine. Donc on va commencer directement avec la première question, une question qui est plutôt intéressante selon moi. C'est est-ce qu'on peut manger des légumes à volonté? La réponse elle est simple. Ça dépend. Ça va être oui et non. En réalité, les légumes c'est quelque chose que l'on peut manger plus ou moins à volonté. En fait, c'est très très peu calorique. C'est pour ça qu'on dit que les légumes peuvent être mangés à volonté. Mais c'est pas forcément vrai. Dans le sens où, oui, si vous comptez pas ce que vous mangez, vous pouvez plus ou moins manger des légumes à volonté. Cependant, si vous êtes en fin, par exemple, d'une préparation, d'une compétition, ou que vous êtes dans un objectif de perte de poids assez précise, assez poussé, dans ce cas-là, peut-être que peser vos légumes va être intéressant sans en prendre en illimité. Parce que oui, ça a quand même des calories. Et imaginons que vous mangez 500 grammes de légumes, ça fait quand même genre 100 ou 150 calories. Donc, il y a quand même des calories dans ça. Et si vous le faites 3 fois par jour, ça fait déjà quand même 300 plus ou moins calories. Donc, oui, on le fait, mais ça dépend de l'objectif. Si vous êtes en très fort surpoids et que vous avez énormément de poids à perdre, dans ce cas-là, peser vos légumes n'est pas forcément hyper intéressant et vous pouvez en manger plus ou moins en illimité. Je vais aussi dire qu'on ne peut pas en manger en illimité tout simplement pour des problèmes de digestion. Les légumes, c'est des fois assez difficile à digérer quand on en mange en grosse quantité. Donc par rapport à ça, ça limite aussi la quantité qu'on peut avoir au niveau de la consommation de légumes. Autre point qui est important, c'est quand on parle de légumes, des fois je vois des personnes qui consomment des sachets surgelés ou des conserves de mélange tout prêt. Attention à ça. Pour moi, c'est pas des légumes à proprement parler. Oui, ça en est, mais c'est pas que des légumes en fait. Quand on regarde souvent derrière, il y a de l'ajout d'huile, de l'ajout de sucre, de l'ajout de matière grasse, éventuellement des fois même d'autres choses que des légumes, les pommes de terre on va dire, donc c'est un petit peu plus calorique, ça reste des légumes mais on considère ça plus comme des glucides. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Si c'est des sachets ou des choses comme ça qui sont déjà préparées et que c'est pas 100% légumes et qu'il y a d'autres choses, dans ce cas-là, attention, vraiment attention, parce que là c'est pas du tout à volonté, et quand on regarde le total calorique qui est derrière, et souvent il est assez important, notamment au niveau des lipides, parce qu'ils rajoutent du gras pour donner bon goût bien sûr aux légumes. Donc si c'est ça, non, pas du tout à volonté, et ça compte parce que des fois c'est très calorique. Donc voilà. Ensuite, deuxième question, cheat vs refeed. C'est ce qu'on voit beaucoup. Alors, c'est assez simple. En réalité, la différence, c'est qu'un cheat, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas prévu et qui n'a pas de limite. Un refeed, ça va être quelque chose qui va être contrôlé, prévu justement à l'inverse, et qui va être calculé. C'est-à-dire que, par exemple, un refeed, ça va être un jour où on va être plus haut dans la semaine, surtout en glucides, et où l'on va ne pas dépasser notre objectif. On reste dans notre objectif, on peut peut-être manger du coup des aliments plus caloriques, plus gras, plus riches en sucre, parce qu'on a plus de calories, mais c'est pas incontrôlé et on peut pas manger 2 kebabs si on le veut. C'est ça. La différence principale, elle se trouve là, mais elle se trouve aussi dans l'apport. C'est-à-dire qu'un cheat, ça va être souvent très riche en lipides. On le voit souvent, les gens c'est kebab, McDo, etc. Et tout ça c'est très riche en gras. Un refeed, c'est quelque chose où on va augmenter principalement les glucides. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va le plus nous aider au niveau de notre objectif, c'est-à-dire relancer notre production hormonale, surtout relancer nos niveaux de leptine, qui leur mènent de la satiété, etc., etc. Donc, la réalité, c'est que le refeed va être plus riche en glucides qu'un cheat, où là, celui-ci va être plus riche en lipides.
Donc attention à cette différence qui est pour moi la plus importante. Sachant que les lipides, quand on est en surplus calorique, sont beaucoup plus facilement stockés que les glucides. Les glucides, même en surplus calorique, sont plus difficilement stockés sous forme de graisse parce qu'ils peuvent être utilisés sous forme d'énergie, de réserve en glycogène au niveau des muscles, du foie, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus difficile de stocker des glucides. Et pour conclure, je dirais que le refeed est toujours beaucoup plus intéressant, ça c'est sûr. Il montre certains bénéfices. Après, selon moi, il n'est pas obligatoire et il faut l'utiliser que dans certaines situations, très rares selon moi, mais il peut être utilisé. Il n'y a rien de magique. Le seul truc qui est magique, c'est que c'est toujours mieux qu'un cheat meal, mais en réalité, il n'y a rien de magique et faire un refeed ne va pas forcément vous aider à atteindre votre objectif. Ça peut, mais il n'y a rien de sûr et ça va dépendre du cas par cas. Un autre point qui est important de noter, c'est qu'il est plus important de ne pas faire qu'un jour de refeed, mais d'en faire plusieurs. Les études montrent que 2, 3, voire une semaine de jours plus haut en glucides est souvent plus intéressant pour relancer les hormones, parce qu'un jour, c'est souvent trop faible pour avoir ça. Donc je dirais au minimum, si vous faites un refeed, faites-le sur 2-3 jours si c'est votre objectif. Donc voilà, et surtout ne faites pas de cheat meal, c'est n'importe quoi et ça ne sert à rien. Ensuite, on m'a demandé de parler du ramadan. Alors, ça arrive bientôt, il me semble. Je vais te donner mon avis par rapport à ça. Je ne suis pas expert et du coup, je ne vais pas pouvoir... probablement que ma théorie ou ce que je conseille n'est peut-être pas le plus optimal, mais je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Alors, en fait, le ramadan, pour moi, il y a deux aspects. L'entraînement, la nutrition et éventuellement le sommeil. Bon, le sommeil, le but, c'est de dormir le plus possible. Malheureusement, c'est difficile parce que il y a le fait qu'on mange pendant la nuit. Donc, à partir de ça, c'est assez difficile. Donc, par rapport à l'entraînement, ce que je conseille, c'est assez simple. C'est de s'entraîner juste avant de rompre le jeûne. Donc je crois qu'on rompt le jeûne vers 22h. Donc l'idéal c'est de s'entraîner juste avant de rompre ce jeûne et ensuite du coup d'aller manger directement son repas. Encore mieux, si vous avez la possibilité, ce serait de manger vers 22h, donc votre premier repas, puis d'aller vous entraîner après. Après je sais que c'est pas toujours facile. Beaucoup de salles n'ont pas d'accès 24/24 et on n'a pas tous le temps d'aller s'entraîner à 23h ou à minuit. Donc par rapport à ça, voilà, c'est une option qui est aussi envisageable pour certains, mais de manière générale, la plupart des gens pourront s'entraîner peut-être juste avant de rompre le jeûne, même si c'est 30 minutes, 1 heure avant au niveau de la fin de votre entraînement, ce sera très bien. De plus, au niveau de votre entraînement, prenez en compte que vous allez avoir moins d'énergie, donc probablement des séances moins intenses. Avec peut-être moins de volume d'entraînement. Ça, c'est inévitable. Vous allez perdre de la force probablement, mais le but, c'est justement de garder un entraînement productif, donc peut-être en faisant moins au niveau du volume d'entraînement, et toujours essayer de pousser plus ou moins comme vous pouvez, sans vous mettre dans le rouge, bien sûr. On essaie de rester raisonnable, et de toute façon, gardez bien en tête que vous allez perdre de la force, et que vous ne pourrez pas assumer les mêmes entraînements, ce qui est logique. Et pas forcément que à cause de l'alimentation, mais surtout à cause du manque d'hydratation. C'est vraiment ça pour moi le problème de ce jeûne. Au niveau de la nutrition, alors le mieux à faire selon moi, c'est donc les 3 repas, un à 22h, après je crois qu'il y en a un qu'on peut faire vers minuit plus ou moins, et un très tôt le matin. Alors il y en a beaucoup qui vont pas faire le repas très tôt le matin parce qu'ils préfèrent dormir. Moi je conseille quand même de le faire. Parce que c'est vraiment ça qui va dicter votre journée. Sachant que après vous avez un entraînement le soir, donc l'idéal c'est d'avoir quand même un repas le matin, très riche en lipides, je dirais, très riche en lipides, très riche en protéines et aussi en glucides. En fait, un repas de manière générale assez riche. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir manger que ça dans votre journée. Donc en réalité, il faut que vous arriviez à plus ou moins digérer ça pendant le plus de temps possible pour que vous bénéficiez légèrement de l'énergie que vous avez pu consommer, donc les calories que vous avez pu consommer le matin jusqu'au soir. En réalité, je ne sais pas si c'est possible. Le temps maximum de digestion,
Probablement que c'est sûr que c'est pas optimal, mais dans tous les cas, ce sera la meilleure des solutions. Autre point qui est important, c'est consommer un maximum d'aliments qui vont vous hydrater. Légumes, fruits, toutes ces choses vont être intéressantes parce qu'elles vont vous hydrater outre le fait de boire. Et donc ça, c'est bien parce que ça va, en même temps, vous allez digérer et vous allez être hydraté pendant peut-être un tout petit peu plus longtemps. Donc ça va être sur votre premier repas. Ensuite, sur les autres repas, ça va dépendre de quand vous vous entraînez. Si vous vous entraînez juste avant de rompre le jeûne, on essaie d'avoir un repas très riche en glucides et très riche en protéines. Et bien sûr, en hydratation, juste après votre entraînement. Et ensuite, l'autre repas, on va dire, qui va être riche en glucides, lipides et protéines. Et le troisième, donc le matin, qui va être pareil, riche en glucides, lipides et protéines. Donc les 2 repas les plus importants pour moi, ça va être celui après l'entraînement et ça va être aussi celui du matin. L'autre repas, il l'est aussi, mais dans une moindre mesure. Et surtout, la clé par rapport à tout ça, c'est l'hydratation. Hydratez-vous. C'est hyper important. Parce que c'est vraiment ça pour moi le problème du jeûne, c'est le fait qu'on ne puisse pas boire. Donc faites attention à ça. Dans tous les cas, comme je me tue à le répéter, il n'y aura rien d'optimal. Vous ne progressez probablement pas pendant cette période. N'essayez pas d'aller prendre de la masse musculaire. Profitez-en éventuellement pour chercher un petit peu à perdre du gras. Continuez éventuellement à traquer vos macros, etc. Mais voilà, profitez-en pour peut-être chercher à perdre du gras. Vu que vous aurez moins d'intensité au niveau de vos entraînements, moins de volume, la prise de masse musculaire, de toute façon, elle est compliquée. Vous allez juste prendre du gras pendant cette période. Donc, évitez au maximum. Et en soi, à total calorique égal, c'est-à-dire que si vous mangez autant de calories que d'habitude, il n'y aura pas de souci pour, si vous êtes en période de perte de poids, ça ne changera quasiment rien. Voilà, ça c'était mon avis par rapport à ça. Probablement que certains en auront d'autres, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. De toute façon, il y a plein d'avis différents et plein de solutions. Après, c'est à vous de trouver celle qui vous convient le plus. D'ailleurs, je vous déconseille de vous entraîner le matin parce que vous allez rien pouvoir manger, rien pouvoir boire après votre entraînement, donc évitez. Sauf si du coup c'est très tôt le matin et que dans ce cas-là vous pouvez manger après. Au niveau d'une autre question, donc on m'a demandé qu'est-ce que je pensais du split, donc la routine d'entraînement. Alors, c'est assez complexe. Je dirais que c'est pas l'optimal. Moi, je suis pas fan du tout du split. Je préfère toujours plus ou moins les full body, les half body, push-pull legs, ce genre de routine. Tout simplement parce que ça permet souvent d'avoir une fréquence x2. Alors, c'est un débat qui est quand même assez ouvert. Rudy Koya défend à fond le split. Je ne sais pas si les gens en connaissent. Mais moi, je défends toujours la fréquence. Fréquence avec un volume adapté. À partir du principe, en fait, je pars du principe où, imaginons, on veut faire 4 exercices de pectoraux dans la semaine. Soit on les fait 4 sur une séance. Dans ce cas-là, l'exercice 3 et 4 seront probablement pas hyper intéressants d'un point de vue stress mécanique parce qu'on sera déjà fatigué par rapport aux 2 premiers exercices. Cependant, imaginons on prend 3 jours de repos dans la semaine entre ces 2 séances et on refait 2 autres à la place de faire 4 exercices d'un coup, on fait 2 et 2. Et l'exercice 3 et 4 qui étaient du coup après, ils vont passer par exemple en 1 et 2. Et là, il y a de grandes chances que vous ayez plus d'énergie et que vous soyez plus fort sur ces exercices. Donc à partir du moment là, on comprend que au final, on peut faire plus de volume en ayant une fréquence plus adaptée. Alors après, c'est que mon point de vue. Rudy Koya défend le fait que quand on devient très fort, on ne peut pas récupérer en si peu de temps. Personnellement, je suis pas quelqu'un de très fort, mais j'arrive largement à progresser. Je vois aussi beaucoup de personnes qui sont très forts et qui arrivent à récupérer comme ça. Donc je dirais qu'en fait, ça dépend de chacun. Si vraiment vous essayez par exemple une fréquence en x2, par exemple un upper-lower, un push-pull legs, x2, n'importe. Vous essayez une fréquence en x2, mais que vous voyez que vous n'arrivez pas à récupérer, c'est-à-dire que vous stagnez, que vous régressez, et dans ce cas-là, essayez le split. Faites la même chose et regardez si vous progressez. Si là, vous commencez à reprendre votre progression, par exemple, sur vos gros mouvements, tout ce qui va être développé couché, par exemple, pour les pectoraux, et que vous reprenez votre progression, dans ce cas-là, continuez cette répartition. En réalité, à volume d'entraînement égal, la différence reste minime selon moi. Après, on parle de fréquence. L'idéal, ce serait d'avoir une fréquence x2, éventuellement x3 sur certains groupes musculaires comme
les petits groupes où c'est possible, ou alors certains points faibles où on cherche à les développer. Mais voilà, je suis beaucoup plus fan d'une routine avec plus de fréquence plutôt qu'un split classique. Après, je sais que certaines personnes adorent la congestion, etc. Et ça, on le retrouve principalement sur du split, ce qu'on retrouve moins sur, par exemple, d'autres routines comme upper-lower. Un upper-lower, on va venir travailler un exercice pec, un exercice dos, un exercice pec, un exercice dos. La congestion, elle sera beaucoup moins présente. Donc voilà, ça dépend de chacun. Et en réalité, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux ? Ça va dépendre de chacun et de vos goûts et de votre capacité de récupération, etc., etc., et de votre force aussi. Ensuite, une autre question qui est intéressante. Penses-tu qu'un développement de TCA ou une rechute est probable après une compétition de bodybuilding ? Clairement, oui. Et on le voit énormément sur les réseaux. C'est quelque chose qui est hyper compliqué. Souvent, quand on commence une prépa de bodybuilding, on va dire qu'on n'est pas forcément hyper gras, mais on a un taux de masse grasse qui est plus ou moins bien. Si on est dans une bonne situation pour commencer sa prépa, on est quand même à un total calorique qui est haut. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas forcément de troubles du comportement alimentaire, normalement. Cependant, après on va avoir une deadline. Donc la deadline, ça va être la compétition de bodybuilding. La plupart du temps, les personnes vont arriver à faire cette préparation et vont être concentrées pendant X temps. Ça peut être 12 semaines, ça peut être 6 mois, ça va dépendre du temps de préparation. Et comme il y a un objectif derrière, ces personnes ne vont pas du tout craquer. Elles vont rester focus et ça va bien se passer. Cependant, à la fin de la compétition, on risque de voir souvent, d'ailleurs on le voit, un relâchement, une relâche des personnes parce qu'elles se sont restreintes pendant hyper longtemps et parce que le post-compétition est beaucoup plus difficile. On est dans une période où on va prendre aussi plus facilement du gras, mais où aussi on peut faire plus facilement du muscle. Donc en gros, pour moi, il faut apprendre à gérer ça. Et la clé en fait de réussir une post-compétition, c'est se faire suivre, et de 2, faire une recovery diet. Pas une reverse diet après une compétition. Je partirais toujours sur une recovery diet, c'est-à-dire en gros une diète beaucoup plus agressive plutôt que de rester sur une reverse où ça va être beaucoup plus long. En gros, une recovery diet, c'est on monte énormément tes calories très rapidement. Je sais plus exactement si c'est à maintenance ou un petit peu en dessous, mais en gros, le but, c'est de monter ses calories hyper rapidement. Pourquoi ? Tout simplement, pour sortir de cet état avec un taux de masse grasse très faible, sortir de cet état hormonal pas du tout adéquat et passer dans quelque chose qui est beaucoup plus optimal rapidement vers une prise de muscle pour préparer éventuellement une autre compétition. Donc le fait de remonter très vite au niveau de ses calories va faire qu'on va avoir beaucoup plus de calories et donc éventuellement beaucoup moins de chances de développer des troubles du comportement alimentaire ou de reprendre ces troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'il faut aussi accepter de prendre du gras et ça on en prendra tous, c'est nécessaire et ils le disent eux-mêmes, ceux qui ont proposé cette méthode, c'est-à-dire la team 3DM, donc avec Eric Helms, Alberto Nunez, etc. Ils le disent eux-mêmes, en fait le but c'est de prendre du gras, donc tout simplement remonter rapidement, puis après stabiliser et ralentir cette prise de poids. Il y a une vidéo d'ailleurs qu'ils ont fait sur leur chaîne qui est hyper intéressante, si vous voulez aller la voir, vous mettez Recovery Diet sur YouTube, 3DMJ, et vous trouverez la vidéo. Donc voilà, par contre c'est en anglais. À partir du moment où on est suivi, qu'on accepte de prendre du gras, donc ça c'est aussi au rôle du coach, de vous aider à accepter ça et que l'on fait ça bien, je pense que les TCA peuvent être plutôt bien gérés et éviter d'en avoir. Alors peut-être qu'il y aura 1 ou 2 crises, mais c'est pas très grave par rapport à ce qui aurait pu se passer si justement on n'avait pas fait ça et ça aurait été peut-être pendant plusieurs mois de troubles du comportement alimentaire. Donc faites-vous suivre, l'après-compétition est hyper important et par quelqu'un de compétent de préférence. Ah oui, juste un autre point aussi qui peut être intéressant à noter, ça rejoint plus ou moins ce que je voulais dire, c'est qu'une compétition, plus vous êtes prêt avant, plus vous allez pouvoir remonter vos calories progressivement. Donc plus vous allez pouvoir mieux gérer aussi le post-compétition après, selon moi. Donc ça aussi c'est une piste qui est à
à prendre en compte et qui peut être utilisé pour les personnes ayant des troubles du comportement alimentaire. Donc ça fait plus de temps de préparation, mais aussi une préparation plus facile, surtout en fin de celle-ci. On m'a aussi demandé une question, bon là c'est un peu plus personnel, on m'a demandé comment s'était passée ma transformation et comment j'ai fait. Alors c'est vrai que j'ai jamais vraiment dit comment celle-ci s'était passée. En fait c'est assez simple, hein. En réalité moi j'étais quelqu'un qui était en très fort surpoids, obésité morbide, hein. Je devais faire 1m50 parce que j'étais assez jeune, 1m50 ou 1m60 pour 106,5 kilos. À chaque fois que j'allais chez le médecin, il me disait qu'il fallait que je perde, etc. Nanana, tout le monde me le disait de toute façon. Mais moi, j'avais jamais eu ce déclic. Et je pense que c'est ça qui est important d'avoir. Et si vous n'avez pas ce déclic, vous n'y arriverez tout simplement jamais. Donc en réalité, du jour au lendemain, j'ai eu un déclic. Le médecin m'avait parlé d'un espèce de centre spécialisé pour personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation. Donc, c'était pas forcément que des personnes obèses. Il y avait aussi des personnes diabétiques, donc et des personnes handicapées d'ailleurs. Bref, donc c'est un espèce de centre hospitalier, oui c'est ça. Mais du coup, ça ressemble plus ou moins à une colo parce qu'il y avait des animateurs et d'autres jeunes de plus ou moins mon âge, donc ça dépendait. Et du coup, c'était hyper bien. J'ai décidé d'aller là-bas pendant 1 mois. À la base, ils voulaient me proposer d'y aller pendant 2 mois et même l'année scolaire parce qu'on peut aussi faire l'année. J'ai été juste pendant 1 mois l'été. J'ai voulu partir dès le premier jour parce que je me sentais pas du tout bien. Au final, je suis resté, ça s'est hyper bien passé parce que du coup, j'étais avec d'autres jeunes et c'était hyper bien. Au niveau de là-bas, on était très bien suivis. On avait des quantités plus ou moins à respecter. Et au final, je suivais la semaine quand j'étais là-bas, ce qui me donnait à manger. Je perdais environ 1 kilo par semaine là-bas. Et le week-end, tous les week-ends, je rentrais chez moi. Donc au final, ça fait 4 rentrées. Puis ça durait qu'1 mois. Donc c'était assez rapide. Et chaque week-end, j'étais plus strict que ce qu'ils me disaient et je perdais 2 kilos. À la fin du mois, ça s'est fini. J'ai continué ce qu'ils m'ont dit en étant beaucoup plus strict que ce que les dames m'ont dit. C'est-à-dire que je mangeais quasiment plus grand-chose. Je mangeais que des légumes. Probablement pas trop de viande, pas du tout de glucides. Voilà, j'étais vraiment parti dans les extrêmes. À côté, je faisais pas trop de sport au début. Alors qu'à la base, j'étais quelqu'un de sportif. Enfin, je faisais la même chose que ce que je faisais avant, c'est-à-dire du hand 1 fois ou 2 fois par semaine. Donc par rapport à ça, moi j'ai continué de perdre mon poids, j'ai continué. Et au bout de 6 mois, j'ai perdu 42 kilos, ou un petit peu plus même. 42, 46, je sais plus exactement. Bref, j'ai perdu énormément. Donc rien que ce que je vous conseille, parce que c'est très dangereux de faire ça, et du coup ça m'a fait développer des troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, quand je suis arrivé à 60 kilos, j'ai décidé de vouloir stabiliser. Donc pour ça, j'étais voir une nutritionniste diététicienne. On a plutôt bien réussi à stabiliser et c'est là que j'ai plus ou moins commencé à développer mes troubles du comportement alimentaire. Donc après, ça a continué, j'avais des crises et puis je mangeais très peu. Je sais plus exactement combien de calories je mangeais, hein. Je devais en manger 1500 des fois, 1400. Du coup, je mangeais rien et puis à côté, je m'entraînais. Déjà, je courais aussi, donc je faisais 3 fois 10 km par semaine en course à pied. Je m'entraînais 1 fois en muscu, je pense. Et puis, ça a continué comme ça, et j'avais hyper peur de prendre du poids. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire beaucoup plus de musculation. Mais à côté, je mangeais toujours rien. Donc au final, je pense que j'ai dû perdre 1 an de musculation, voire 1 an et demi, à ne rien manger et en m'entraînant en musculation. Et puis j'ai commencé à me renseigner, etc., à apprécier ça. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait manger pour se transformer. Donc par rapport à ça, je suis passé à 70 kilos, 75 kilos. Et aujourd'hui, plus ou moins entre 75 et 80, ça va dépendre. Mais j'ai repris, on va dire, 15 à 20 kilos depuis que j'ai compris qu'il fallait manger. Alors, ça a été hyper compliqué au début d'accepter de prendre du poids. Vraiment très 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 compliqué. Peut-être que se faire aider dans ces cas-là aurait pu être intéressant. Je ne l'ai pas fait. Mais à l'époque, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux et tout. Donc c'était assez compliqué. Je regardais juste des vidéos sur YouTube et puis je lisais beaucoup. Et puis après, à la suite, tout simplement, j'ai fait mes études dans un DUT. J'ai eu mon DUT, j'ai arrêté tout ça. Je voulais aller en école de commerce pour faire ce qui me passionnait vraiment, c'est-à-dire être coach. Je savais que mon expérience personnelle, plus mes connaissances et le fait que j'appréciais vraiment ça et que je voulais vraiment aider les gens, allait être un vrai plus dans mon futur travail. Et au final, j'ai fait ma formation de coach. Et puis maintenant, voilà où j'en suis aujourd'hui. Sachant que j'ai jamais arrêté de me former depuis que j'ai fait ma formation, depuis que je l'ai fini, c'est-à-dire il y a 2 ans. J'ai fait des formations en ligne, nutrition,
une formation aussi en anglais, un peu comme Bayesian, mais tout en anglais, avec Eric Helms notamment, Mike Zourdos, d'autres gens hyper connus. Je continue à lire des articles, je suis abonné à des revues scientifiques en anglais, etc. etc. Donc voilà, aujourd'hui je sais que je reprendrai jamais le poids que j'ai eu, je ne redeviendrai jamais hyper mince comme j'ai été. J'ai plus ou moins guéri mes troubles du comportement alimentaire, même si on n'en guérit jamais réellement. Mais en tout cas, je sais que ma relation avec la nourriture, elle est beaucoup mieux qu'auparavant. Et aujourd'hui, mon atout, c'est que j'aide un maximum de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et on va dire que 80% des personnes que je coach ont des troubles du comportement alimentaire ou en ont eu. Et en réalité, je sais exactement comment ça se passe. Donc je sais très bien gérer ça. Je sais surtout que c'est pas facile et je sais surtout qu'il faut se faire aider dans la plupart des cas si on veut réussir. Donc voilà pour ma transformation. En gros, c'est parti d'un déclic du jour au lendemain, puis un mois qui m'a transformé. En réalité, ça se trouve, j'aurais continué à perdre, hein, j'aurais perdu sans ce mois dans ce centre hospitalier, mais c'était peut-être que ça m'a mis dans une bulle et ça m'a fait du bien. Il fallait juste avoir ce déclic et après, c'était lancé. Et après, ce déclic, il peut être dû à plein de raisons. Ça peut être dû à, je sais pas, un événement. Moi, c'était pour plaire aux filles, je crois, il me semble. C'est ce que j'avais dit, je m'en souviens. Mais après, c'est normal. J'étais jeune, c'était l'âge de l'adolescence, j'avais 16 ans. Donc, si vous êtes jeune et que vous êtes plus ou moins dans cette situation, si vous n'avez pas ce déclic, tout simplement, vous n'y arriverez pas. Et ça sert à rien de le faire pour les autres. Faites-le pour vous. Ok. Donc ça, c'était pour ce que j'avais à dire par rapport à ma transformation. Autre question. Enfin, pas vraiment une question. Pour moi, quelles sont les erreurs d'une perte de gras ? Alors, c'est une question plutôt intéressante. Du coup, là, j'ai fait une liste pour ne rien oublier. Les erreurs d'une perte de gras, il y en a plein. Pour réussir une perte de gras, c'est pas hyper compliqué, mais il faut juste mettre certaines choses en place. Donc, pour moi, les erreurs d'une perte de gras, c'est assez simple. Ça va être déjà de faire un maximum de cardio et pas du tout de musculation. Ça, c'est hyper important. Il faut favoriser toujours la musculation au cardio. Et l'idéal, selon les études, ça montrerait que qu'il faudrait faire beaucoup plus de musculation et un tout petit peu de cardio en addition de ça. Autre point qui est important, c'est au niveau de l'alimentation. Il ne faut pas s'affamer. La plupart des gens s'affament et donc après reprennent tout beaucoup trop restrictif. Il faut manger suffisamment de protéines, surtout si vous faites de la musculation à côté. Ça va vous aider à ne pas avoir faim et ça va vous aider à construire de la masse musculaire. Voilà, ça c'était pour l'alimentation. Au niveau de vos objectifs, il faut que votre objectif soit réalisable. N'allez pas vous fixer exactement comme j'ai fait, les 46 kilos là sur 6 mois. Ne vous fixez pas ça, c'est pas réalisable, c'est pas réaliste. Et il y a de grandes chances que vous n'y arriviez pas, sauf en passant par le fait de s'affamer. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas bien du tout. Donc misez sur quelque chose de réalisable et par exemple 1% de votre perte de poids par semaine, c'est bien. Éventuellement, prévoyez aussi peut-être des semaines où vous ne perdrez pas ce 1%. Donc peut-être un tout petit peu plus long. Le fait de surestimer aussi votre capacité à perdre du poids, c'est souvent ce qu'on voit et on est déçu. Dites-vous que 0,5 à 1,5% de votre poids de corps perdu par semaine, c'est bien. Si vous avez perdu 4 kilos par exemple en un mois et que vous faites 80 kilos, c'est très bien et ne soyez pas déçus parce que certains perdent 10 kilos en un mois. Non, il y a de grandes chances que vous arriviez à maintenir ce rythme et que vous ne repreniez pas tout à la fin de votre perte de poids alors que eux vont tout reprendre et au final ils n'auront pas du tout construit de masse musculaire parce que la perte de poids sera trop importante, ce qui ne sera peut-être pas votre cas. Donc je dis toujours que plus c'est lent, mieux c'est, que c'est ça pour perdre du poids ou prendre de la masse musculaire selon moi. Une autre erreur, c'est que les gens ne calculent pas bien leurs calories, donc ils les traquent pas bien, c'est-à-dire qu'ils oublient, ils surestiment ce qu'ils mangent, c'est souvent les erreurs qu'on voit, ou c'est déjà pas mal. La nature humaine, c'est de surestimer ce qu'on mange, et on a tous tendance à oublier des choses, donc faites attention à bien traquer vos calories. Si vous traquez bien vos calories, ça va déjà rendre votre perte de poids beaucoup plus facile. Et la dernière chose, c'est de ne pas avoir de plan. Il faut un plan pour perdre du poids. C'est-à-dire que il faut, comme je vous l'ai dit, fixer le pourcentage de poids que vous voulez perdre plus ou moins par semaine. Il faut se dire, ok, si je
stagne de combien je vais baisser mes calories? Est-ce que je vais acheter du cardio? Est-ce que je vais augmenter mon nombre de pas? Etc. etc. Tout doit plus ou moins être prévu, pas forcément à la date précise, mais il faut savoir ce que vous allez faire par la suite si vous commencez à stagner. Pour moi, c'est quelque chose qui est très très important. Voilà, donc ça c'est les erreurs pour moi les plus communes. En réalité, si vous prenez en compte tout ce que j'ai dit et que vous ne faites pas ces erreurs, vous réussirez votre perte de poids, j'en suis sûr. Et sauf si vous êtes dans une situation exceptionnelle, notamment avec des troubles du comportement alimentaire ou des choses comme ça, là je vous conseille de vous faire aider, mais sinon vous n'aurez pas de souci à perdre votre poids. Mais la plus grande qualité, c'est d'être patient quand vous souhaitez perdre du poids. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais, mais en fait il m'en reste encore. J'ai pas eu le temps de tout traiter, mais je vais juste finir par vous parler rapidement de ma semaine, puisqu'on arrive déjà à 30 minutes de podcast. Alors, concernant ma semaine, en ce moment c'est très difficile pour moi de m'entraîner encore. J'ai dû faire en un mois 9 allers-retours entre Rennes et Paris. Enfin bref, c'est assez compliqué. Mais j'arrive au moins à m'entraîner 3 fois. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'aurais pu m'entraîner 5 fois. Mais j'ai fait 3 entraînements classiques et 2 sessions où j'ai filmé des vidéos. C'est-à-dire qu'actuellement, pour les personnes que je coach, je suis en train de faire une bibliothèque de tous les exercices que j'ai. C'est-à-dire que j'ai 600 exercices, plus ou moins, de ce que j'avais compté, à filmer. Donc c'est très très long. Pour vous donner un exemple, la première session que j'ai faite jeudi dernier, j'ai mis pour 88 vidéos, 2h30 de tournage, sachant que le montage derrière est aussi à faire. Donc voilà, c'est très long, c'est très chiant, et au final je voulais m'entraîner après, et j'ai vite remarqué qu'au bout d'une heure ça allait être impossible. La congestion elle était beaucoup trop importante, et ça allait pas du tout être un entraînement productif. Donc j'ai préféré du coup faire 2h30 de congestion, c'est plus ou moins comme un entraînement en réalité, parce qu'il y avait une série par exercice, avec une charge aussi un petit peu plus légère. Et voilà, tant pis. Donc, probablement que ça va être comme ça pendant 2-3 semaines pour moi. Après, c'est pas grave, parce qu'à côté, je progresse énormément sur mes entraînements. Et d'ailleurs, j'ai fait ma première session d'entraînement hier, donc ma session push. Et au final, j'ai explosé mes perfs. Je pensais pas que j'allais autant exploser mes perfs. Mais je pense que comme j'ai pas fait ma deuxième session push la semaine dernière, parce que du coup j'ai filmé, et du coup c'était que de la congestion, et là mon système nerveux était frais, il était prêt. Et au final sur mon coucher, j'ai augmenté de 1,5 kg ma charge. J'ai gagné 2 reps sur mes 3 séries, et donc c'est énorme. Plus 1,5 kg et 2 reps sur mes séries, c'est énorme. Sur mes dips, du coup, après, je pensais que j'étais plus lourd et c'est pour ça que mon coucher était bien passé. Mais sur mes dips, j'ai rajouté 1,25 kg et j'ai aussi gagné 2 reps sur l'ensemble de mes séries. Donc, énorme aussi comme progression pour moi. Et après, je sais plus quelle séance que j'avais dû développer. Ouais, pareil, développer, j'ai dû gagner 6 reps sur mes séries, etc., etc. Alors, je vais pas vous cacher qu'après, j'étais KO nerveusement. Mais c'était une très, 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 très bonne session. Et d'ailleurs, du coup, je l'ai mis sur mon Instagram. Donc, la plupart des gens ont dû la voir. C'était une très bonne session et ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'espère que ça va continuer. Du coup, comme je m'entraîne moins, je vais probablement pouvoir surcharger davantage, pousser l'intensité peut-être un petit peu plus haute que d'habitude et essayer de progresser, même avec moins d'entraînement. Je suis encore convaincu que avec 3-4 entraînements, la plupart des gens peuvent progresser, même à partir d'un certain niveau. Si à côté on arrive à surcharger, peut-être qu'on progressera moins quand on en fait 5, mais on a tous des moments peut-être où c'est plus compliqué. Là, dans mon cas, je préfère vite boucler mes vidéos d'ici 3 semaines, 1 mois, parce qu'après, je sais que j'aurai d'autres projets. Je vais avoir mon déménagement peut-être qui va bientôt arriver, donc cet été. Et si je pousse encore, ça va être compliqué. Donc, autant le faire le plus rapidement possible. Donc, voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses. Je garde les questions qui m'ont été posées, auxquelles j'ai pas encore répondu, sous le coude. Et on en parlera probablement la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, mettre des likes ou des commentaires. C'est vraiment ça qui m'aide à continuer et à me faire voir, donc pour la visibilité. Et pour ceux qui l'ont pas oublié, j'ai aussi un Patreon, peut-être, je sais pas comment on dit. C'est un site de partage entre guillemets où vous pouvez faire des dons pour soutenir les créateurs de contenu que vous suivez.
Donc voilà, ça commence à partir de 2 $, c'est quasiment rien. Au final, moi, ça m'aide à continuer parce que tout ça, c'est gratuit, ça me prend énormément de temps. Donc voilà, merci à ceux qui le feront, j'oblige à rien. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la semaine prochaine.